C'est une présentation donc de la philosophie du droit. En réalité, la philosophie du droit est une matière qui a été développée à partir de Hegel. C'est Hegel qui appelle son texte la philosophie du droit, qui est probablement le dernier texte qu'il a écrit. Et puis, il y a Kant qui va parler, etc. C'est-à-dire que donc, c'est quelque chose de très récent. Ça s'est développé surtout au XIXe siècle, particulièrement en Allemagne, c'est tout à fait évident. Par la suite, ça a passé en Italie, après en Espagne, et actuellement, ça commence à toucher la France. C'est ça qui était curieux. C'est-à-dire, en France, on ne s'est pas intéressé à la philosophie du droit parce qu'on n'est plus dans la tradition dogmatique. La France va développer les droits écrits. Et à partir de là, donc, ils pensent que c'était le nécessaire. Il ne s'agissait pas d'aller au-delà. Parce que la philosophie du droit, c'est lui qui va le développer d'une façon absolument géniale. Et c'est Ulpian. Ulpian, c'est un juriste romain qui est mort en 228. Et donc, il va définir... va donner une définition de la philosophie du droit sans parler de la philosophie du droit, mais simplement qu'il va dire quelque chose qui va donner la définition précise de la philosophie du droit. C'est le fait qu'il va dire en latin « jus a justitia appellatur », c'est-à-dire que le droit fait appel à l'idée de la justice. C'est-à-dire donc que c'est à partir du moment où on parle des droits, on doit se référer à l'idée de la justice. Et c'est ça qui va donner la philosophie du droit. Et en réalité, le point de départ, l'idée de base sur la philosophie du droit, parce que Ulpian, c'est un aristotélicien. C'est donc, il va développer l'idée aristotélicienne comme quoi la justice, c'est le concept d'ordre général, et le droit, c'est un concept particulier. Les droits, c'est national. Il y a les droits français, les droits allemands, les droits espagnols, etc., etc. Et donc, la justice, par contre, c'est le concept universel, c'est le concept général. Et celui qui va le développer, c'est en réalité Aristote, en développant ces rapports entre donc, les singuliers, une personne, les nationales, une nation. Donc ça, c'est un groupe. Après, qui va développer les droits, et après, on a l'idée de la justice. Et l'idée de la justice est l'idée d'ordre universel. Et maintenant, le problème, c'est que là où Aristote va développer cette idée, c'est surtout dans la politique et dans l'éthique à Nicomaque, qui sont les textes qu'il ne va pas publier, puisqu'il doit quitter Athènes. Il est parti d'Athènes. Et à cause du fait de la mort d'Alexandre, Alexandre le Grand. Comme il avait été professeur d'Alexandre, donc il y avait un rapport très particulier entre les deux. Et Alexandre était donc à ce moment-là en Mésopotamie. Et donc tout d'un coup il meurt, et puis le temps que la nouvelle arrive à Athènes, ce qui a dû prendre quelques jours, etc., immédiatement, donc les ennemis d'Aristote, les ennemis surtout d'Alexandre, parce qu'Alexandre va devenir donc le deuxième roi de la Grèce, qui va donc contrôler toute la Grèce, de la Macédoine, parce que la Macédoine va conquérir la Grèce. Et donc, le premier, c'est Philippe II, qui est celui qui va conquérir la Grèce. Et puis, il y a Alexandre qui va hériter, c'est tout à fait évident. Et donc, à partir du moment où les villes ont perdu leur autonomie, c'est-à-dire les villes étaient indépendantes, elles avaient leurs propres droits. Il n'y avait pas une communauté de villes, pour ainsi dire, etc., à la Grèce. C'est avec Alexandre, avec son père particulièrement, que ça va devenir une communauté générale. Et c'est au nom donc de toute la Grèce qu'Alexandre va réaliser toutes ses conquêtes. C'est ça l'idée. Donc il est tout à fait évident qu'avec la mort d'Alexandre, les ennemis d'Alexandre, ceux qui n'acceptaient pas la perte de l'autonomie de la Grèce, se sont levés bien entendu contre Aristote. Et Aristote a dû fuir
Et bon, ils l'ont attrapé, d'après ce qui semble, ils l'ont attrapé. Le fait est qu'il est mort très rapidement. On ne sait pas de quoi il est mort, comment il est mort, etc. etc. Tout ce qu'on sait qu'il est mort à 62 ans. Il faut pas oublier, par exemple, que Socrate est mort à 80 ans. Pardon, Platon est mort à 80 ans. Socrate à 71, il boit la ciguë, etc. C'est-à-dire qu'il était trop jeune. Parce qu'il n'avait pas... Les textes qu'il a écrits pendant la période où il était professeur au lycée, ce sont des textes qu'il ne va pas publier. Ce sont des textes qu'il était en train d'écrire, etc., etc. Donc, il a passé 10 ans à enseigner au lycée, et donc il doit partir. Il n'a pas le temps de publier tout ça. Et donc, l'œuvre d'Aristote, curieusement, toute l'histoire est la suivante. L'œuvre d'Aristote, c'est le fait que il laisse un ami après sa mort. D'après ce qui semble, donc il a dû boire la ciguë parce que c'était dans la tradition grecque, etc. Et puis, donc il va le laisser à son ami. Et puis cet ami va le laisser à son fils qui avait été élève d'Aristote, élève de lui aussi. Et puis, la famille, donc ce type-là disparaît, sa famille à un moment donné, donc va cacher l'œuvre d'Aristote, va la mettre dans une cave. Et va rester presque 250 ans enfermé dans une cave. De telle sorte qu'avec l'humidité, tout ça, c'était en mauvais état. Et voilà qu'à un moment donné, on découvre l'œuvre d'Aristote. Des choses qu'il n'avait pas publiées, parce qu'il avait publié des choses lorsqu'il était jeune, etc., avant l'enseignement au lycée. Et par exemple, il avait écrit 19 dialogues. Et d'après ce qui semble, d'après Cicéron, les dialogues d'Aristote étaient plus beaux que les dialogues de Platon. Ce qui voulait dire quelque chose d'énorme, bien sûr. Bon, nous n'avons pas hérité les dialogues d'Aristote, et le fait est qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais ce qu'on sait, c'est une chose, c'est que comme Aristote n'avait pas publié les œuvres de sa plénitude, et donc je pense que c'était les dialogues qui servaient des textes de base, des choses comme ça. Le fait est que c'est Andronikos de Rhodes qui va découvrir les textes d'Aristote et va les publier, mais en même temps, il va les réécrire. C'est ça le problème. Parce que les textes étaient pourris. Donc, il fallait remplir des trous. Il y avait sans doute des trous, etc. 2 siècles et demi enfermés dans une cave. Ça donne un désastre, c'est tout à fait évident. Et c'est la raison pour laquelle Aristote est difficile à lire. Parce qu'il y a le fait qu'il y a quelqu'un qui a décrit, qui a déformé ces textes. Et qui n'a pas la même mentalité d'Aristote, etc. Ce qui fait qu'on trouve, par exemple, dans la politique, on trouve des choses et d'autres, etc., des jugements qui sont trop problématiques et on les met ensemble, etc. Et donc, le fait est que sans doute Ulpian a dû lire Aristote, mais il est encore dans un temps où on peut les lire, où on pouvait les lire. Parce qu'on pouvait les lire à son époque, ça c'est tout à fait évident. Mais par la suite, comme ces textes ont été retouchés, la lecture devenait difficile. Et même comme ça, de toute façon, ce n'était pas très simple. Mais Ulpian va développer cette idée, et en développant cette idée, il développe donc toute l'idée de la philosophie du droit. Parce que dans les droits, il y a les droits tout d'abord, qui sont les règles écrites ou non écrites, n'est-ce pas? Et à partir de laquelle on fait de la jurisprudence, des commentaires, des choses comme ça, etc. Parce que les droits se développent à partir de lui-même. C'est-à-dire, il y a une règle qui apparaît, puis elle change, et les commentaires, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, et c'est ça qui va donner les droits. Dans le cas du droit continental, bon, c'est les droits écrits, ça, il n'y a pas de problème. Et chaque fois qu'il faut changer, on change la loi, etc., etc. Et donc, il y a les droits. Et normalement, dans les universités, qu'est-ce qu'on fait? On étudie les droits et rien d'autre que les droits. La règle est rien d'autre que la règle. Et ça, c'est la tradition dogmatique dont la France a été héritière.
dans le sens qu'il n'y avait pas de la philosophie du droit, parce que c'est quelque chose de très curieux, que la philosophie du droit ne s'est pas développée en France. Va se développer en Allemagne, va se développer en Italie, en Espagne, mais pas en France. Pourquoi? Parce que la France reste dogmatique. Il s'agit de la règle et rien d'autre que la règle. Tout autre commentaire ne vaut pas la peine, n'a pas de sens. Et surtout, essayer de l'approcher à l'idée de la justice. Ça, c'est tout à fait évident. Et donc, il va y avoir ces problèmes du fait qu'il n'y a pas de la tradition de la philosophie du droit en France, par exemple. C'est plutôt des sociologues du droit qui ont développé ça. Parce qu'il y a la philosophie du droit d'un côté, il y a la sociologie de l'autre côté. La sociologie est de savoir pourquoi une loi est efficace, fonctionne ou ne fonctionne pas, etc. Parce que si elle ne fonctionne pas, ça veut dire que la société ne l'accepte pas. C'est aussi simple que ça. Et qu'il faut changer. Et donc, la sociologie, par contre, ça s'est développé un peu en France. Mais en France, la France est restée très dogmatique. Et ce n'est qu'actuellement donc, que commence à se développer la philosophie du droit. Et la philosophie du droit est autre chose. C'est-à-dire, c'est le fait de regarder les droits à partir de l'idée de la justice, comme disait Ulpian. C'est-à-dire, les jus à justitia appellatur. Et lui, il va sortir une autre idée qui est aussi, qui va dans le même sens, et dans le sens de dire que summum jus, summa injustitia. Les droits appliqués dans sa forme la plus dogmatique, etc., c'est de la justice. Donc, il faut... C'est-à-dire que tous les étudiants de droit doivent connaître la philosophie du droit, justement pour ne pas participer à cette espèce de dogmatisme, à cette espèce de... disons, de s'accrocher à la règle et rien d'autre que la règle. Et c'est ça qui va créer les conflits avec les droits. Parce que les droits, lorsque vous appliquez les droits d'une manière dogmatique, il est tout à fait évident que c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc ça crée des conflits. Et donc c'est la raison pour laquelle la philosophie du droit doit se développer. Et mon idée, ça a été parce que j'ai écrit cette philosophie du droit à une époque où j'ai enseigné la philosophie du droit à Paris 8. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas les publier. Et puis c'est la raison pour laquelle on les publie actuellement. Mais la philosophie du droit dans le sens qu'il s'agit de voir comment le droit est divisé, les droits publics, les droits privés, etc., et quels sont les commentaires nécessaires qui doivent être faits par la philosophie du droit. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie du droit appartient donc à une branche différente de la tradition juridique en tant que telle. Voilà. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.